Mon nom est Ri et je suis un ingénieur logiciel de 32 ans. À 20 ans, mes parents m'ont abandonné sur une aire de repos d'autoroute, me traitant de fardeau. J'ai dormi dans un fossé cette nuit-là et j'ai juré de ne plus jamais leur parler. 12 ans se sont écoulés jusqu'à la semaine dernière, lorsque l'invitation au mariage de ma sœur est arrivée avec un mot inattendu de mes parents à l'intérieur. La vue de leur écriture a rouvert des blessures que je pensais guéries. Avant de continuer cette histoire, faites-moi savoir d'où vous regardez et abonnez-vous si vous voulez savoir comment j'ai affronté les gens qui m'ont jeté. J'ai grandi dans une banlieue de classe moyenne de Denver, au Colorado. Notre maison n'avait rien de spécial, juste une maison standard de 3 chambres dans un quartier où toutes les maisons se ressemblaient à peu près. Mais à l'intérieur de ces murs, la vie était tout sauf standard. Mon père, Thomas, était un petit entrepreneur qui dirigeait une entreprise de construction. Il l'avait bâtie à partir de rien et était immensément fier de son travail. Cette fierté, cependant, s'accompagnait d'un tempérament explosif qui pouvait être déclenché par les plus petites choses. Une minute, il m'aidait avec mes devoirs, et la minute suivante, il criait à propos d'un crayon que j'avais laissé sur la table de la salle à manger. Ses sautes d'humeur étaient aussi imprévisibles que le temps du Colorado au printemps. Ma mère, Sandra, était ce que certains pourraient appeler obsédée par les apparences. Tout devait avoir l'air parfait, surtout pour les étrangers. Elle passait des heures chaque jour sur son maquillage et ses choix vestimentaires. Notre maison était toujours impeccable lorsque des invités étaient attendus, mais derrière les portes closes, elle était émotionnellement distante. Je peux compter sur une main les fois où elle m'a serré dans ses bras après mes 10 ans. L'affection physique a été remplacée par des critiques sur ma posture, mes vêtements ou ma coupe de cheveux. Puis il y avait ma sœur, Amber, 4 ans de moins que moi. Elle était l'enfant en or dès sa naissance. Là où je luttais sur le plan scolaire malgré une intelligence raisonnable, Amber traversait l'école avec des notes parfaites. Là où j'étais maladroit et dégingandé, elle était gracieuse et athlétique. Chacun de ses succès était célébré tandis que les miens étaient au mieux reconnus d'un signe de tête. Ce que personne ne savait à l'époque, c'est que j'avais un TDAH non diagnostiqué. Je pouvais me concentrer intensément sur les choses qui m'intéressaient, comme la programmation informatique, mais j'avais énormément de mal avec les matières qui ne m'engageaient pas. Mes bulletins scolaires étaient un patchwork de A en informatique et de D dans des matières comme l'histoire et la littérature. Quand j'ai découvert la programmation au collège, c'était comme trouver une langue que j'avais toujours connue mais jamais parlée. Sa logique me semblait sensée d'une manière que peu de choses le faisaient. Je veillais tard pour coder de petits jeux et applications, apprenant moi-même des langages à partir de livres que j'empruntais à la bibliothèque. Quelle perte de temps, disait mon père en passant devant ma chambre à minuit pour me trouver encore à l'ordinateur. Tu penses que quelqu'un gagne de l'argent en faisant ça? Concentre-toi sur de vraies compétences. Ma mère intervenait au petit déjeuner. Le garçon Wilson va faire des études de médecine. La fille des Thompson vient d'être acceptée dans un programme d'ingénierie. Et toi, tu veux jouer avec des ordinateurs toute la journée. Vers l'âge de 16 ans, les choses ont commencé à changer à la maison. L'entreprise de mon père a commencé à avoir des difficultés. Le marché du logement avait ralenti et la concurrence des plus grandes entreprises grignotait ses bénéfices. La pression financière se manifestait dans tout, des dîners de famille moins fréquents aux disputes animées entre mes parents tard le soir, quand ils pensaient que nous dormions. Alors que la situation financière empirait, je suis devenu une cible de plus en plus commode pour leur frustration. Mon fonds d'études, qui avait été modeste au départ, a été la première chose à disparaître. Ce qui était autrefois, nous t'aiderons à traverser l'université, est devenu, tu dois trouver des bourses ou des prêts. Pendant ma dernière année de lycée, j'ai réussi à obtenir une bourse partielle pour l'université d'État, mais elle couvrait moins de la moitié des coûts. J'ai pris plusieurs emplois à temps partiel, rangeant des étagères dans une épicerie le week-end, livrant des pizzas 3 soirs par semaine et travaillant au laboratoire informatique du campus entre les cours. Même avec tout ça, j'arrivais à peine à joindre les deux bouts. Les comparaisons de ma mère avec les cousins et les voisins se sont intensifiées. Ton cousin Jake a obtenu une bourse complète pour l'université du Colorado. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu n'as pas pu t'appliquer de la même manière. Le fait que Jake ait été un quart arrière vedette alors que j'avais passé mes années de lycée penché sur un clavier semblait sans importance pour elle. Les abus verbaux de mon père se sont intensifiés, surtout quand il avait bu, ce qui arrivait de plus en plus fréquemment à mesure que ses problèmes d'affaires s'accumulaient. Tu sais quel est ton problème? Tu n'as jamais eu à vraiment lutter. Peut-être que si la vie n'était pas si facile pour toi, tu développeras une colonne vertébrale.
L'ironie de cette déclaration alors que je travaillais près de 40 heures par semaine en plus d'un programme de cours complet ne m'a pas échappé. Mais le souligner n'aurait fait qu'empirer les choses. La dépression et l'anxiété se sont installées pendant ma première année d'université. Mes notes ont chuté. J'ai manqué des cours. La bourse pour laquelle j'avais tant travaillé exigeait le maintien d'une moyenne de 3,5. Et à la fin de mon deuxième semestre, j'étais tombé à 2,8. La bourse avait disparu, et avec elle toute chance de continuer sans contracter une dette massive. Une réunion de famille a été convoquée. J'étais assis à notre table de salle à manger pendant que mes parents se tenaient au-dessus de moi. Ma sœur regardait, mal à l'aise, depuis l'embrasure de la porte. « C'est toi le problème », a dit mon père en me pointant du doigt. « Nous t'avons donné toutes les opportunités et c'est comme ça que tu nous remercies, en échouant. » J'ai essayé d'expliquer les heures de travail, le stress, les problèmes d'apprentissage non diagnostiqués que je commençais à peine à comprendre. J'ai suggéré de changer de spécialité pour quelque chose de plus abordable au collège communautaire. Peut-être un diplôme d'associé en développement web qui me permettrait de travailler plus tôt. Alors maintenant, tu veux jeter une éducation universitaire pour un diplôme technique à 2 balles, a dit ma mère. C'est juste abandonner. Il n'y avait pas moyen de gagner. Leurs attentes étaient claires. Réussir selon leurs termes ou être étiqueté comme un échec. Les chemins alternatifs n'étaient pas des options acceptables. Amber me lançait occasionnellement des regards sympathiques pendant ces confrontations, mais elle ne parlait jamais. Je ne pouvais pas la blâmer. S'aligner avec moi signifiait potentiellement devenir une cible elle-même. Les rares fois où j'ai essayé de me défendre ont été accueillies par une escalade. Tant que tu vivras sous ce toit, tu feras ce que nous disons, tonnait mon père. Si ça ne te plaît pas, voilà la porte. C'était une menace en l'air jusqu'à ce que ça ne le soit plus. La dispute finale est survenue après que j'ai suggéré de prendre un semestre sabbatique pour travailler à plein temps et économiser de l'argent. Le visage de mon père est devenu d'un rouge profond alors qu'il suggérait que je me débrouille seul si j'allais prendre des décisions aussi irresponsables. Je n'avais aucune idée alors à quel point il prenait ces mots au pied de la lettre. Mon 20e anniversaire est passé sans célébration. Au lieu d'un gâteau, j'ai eu droit à une leçon sur mes perspectives d'avenir. Au lieu de cadeaux, j'ai reçu des rappels sur les paiements de scolarité à venir. C'était juste un autre jour dans une semaine de tension croissante. 3 jours après mon anniversaire, j'ai perdu mon emploi sur le campus lorsque des coupes budgétaires ont éliminé plusieurs postes d'étudiants. La perte de ce revenu, bien que pas énorme, a suffi à jeter mes finances soigneusement équilibrées dans le chaos. Je savais que je devais parler à mes parents du paiement des frais de scolarité dû dans 2 semaines. J'ai choisi un dimanche soir où mon père semblait être de relativement bonne humeur. Il avait passé la journée à travailler sur sa vieille Mustang dans le garage, ce qui le mettait généralement de meilleure humeur. Je me suis approché avec précaution, répétant ce que j'allais dire. « Papa, je dois te parler des frais de scolarité pour le prochain semestre. » Ses mains se sont figées sur les factures qu'il triait à la table de la cuisine. Qu'y a-t-il à ce sujet? J'ai perdu mon emploi sur le campus. Coupe budgétaire. J'ai déjà postulé à d'autres postes, mais il y aura un vide et je ne suis pas sûr de pouvoir respecter l'échéance de paiement. L'explosion a été immédiate. Tu te moques de moi en ce moment? Après tout ce que nous avons fait, après tous les sacrifices que nous avons consentis. Ma mère est entrée en courant du salon, attirée par les cris. Qu'est-ce qui se passe? Ton fils veut plus d'argent, a craché mon père. Apparemment, travailler et étudier comme le reste d'entre nous est trop dur pour lui. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ai-je essayé d'expliquer. J'ai juste besoin d'aide avec le timing. Une fois que j'aurai trouvé un autre emploi. Si tu étais bon dans tes emplois, tu ne les perdrais pas sans arrêt, a coupé ma mère, sa voix tremblant de ce qui semblait être une émotion sincère. Sais-tu ce que cela fait à notre famille? Ton père travaille 60 heures par semaine. Nous n'avons pas eu de vacances depuis 3 ans. Amber a besoin d'un appareil dentaire, mais nous avons dû le reporter. Tu détruis cette famille avec ton irresponsabilité. Je suis resté là, absorbant coup verbal après coup verbal, me demandant comment une demande d'aide avec le timing d'un paiement de scolarité avait dégénéré en accusation de destruction de la famille. Le lendemain matin, ma mère a annoncé que nous allions faire un voyage en famille ce week-end pour rendre visite à mon grand-père à Grand-Junction, à environ 4 heures de route. C'était surprenant. Nous lui rendions rarement visite et certainement pas à la dernière minute. Ce sera bon pour nous tous de nous évader un jour,
a-t-elle dit, sans tout à fait croiser mon regard, nous éclaircir les idées. J'ai ressenti une étincelle d'espoir. Peut-être que c'était une branche d'olivier. Peut-être que s'éloigner de la maison nous donnerait une chance de parler calmement, de trouver une solution qui fonctionnerait pour tout le monde. Ce samedi matin, nous sommes montés dans le VUS familial. L'atmosphère était tendue, mais j'étais déterminé à en tirer le meilleur parti. J'ai abordé des sujets neutres, un film que j'avais vu, un article de technologie que j'avais lu. Mais mes tentatives de conversation légère ont été accueillies par des réponses d'un seul mot ou le silence. Nous conduisions depuis environ 1 heure lorsque mon père s'est arrêté à une aire de repos. C'était l'une de ses plus grandes avec des distributeurs automatiques, des toilettes et des tables de pique-nique, situées juste à côté de l'autoroute dans un tronçon particulièrement désolé entre les villes. Je dois aller aux toilettes, a annoncé mon père. Quelqu'un d'autre? J'ai dit que j'irais aussi. Ma mère et Amber sont restés dans la voiture. On attend ici, a dit ma mère en regardant droit devant elle. Les toilettes pour hommes étaient vides. Mon père a utilisé l'urinoir pendant que je prenais une cabine. Je l'ai entendu finir et partir sans se laver les mains. J'ai pris mon temps, me passant de l'eau sur le visage, essayant de rassembler mes pensées pour une autre tentative de conversation quand nous serions de retour sur la route. Quand je suis sorti des toilettes, le parking était presque vide. Notre voiture avait disparu. Mon sac à dos était seul sur un banc près de l'endroit où nous nous étions garés. Ma première pensée a été ridicule. Ils avaient déplacé la voiture à un autre endroit pour me faire une farce. Mais un rapide coup d'œil sur le petit parking a montré qu'ils étaient vraiment partis. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un texto de mon père. Il est temps de grandir et d'arrêter d'être un fardeau. Je l'ai appelé immédiatement. Directement sur la messagerie vocale. J'ai appelé ma mère. Même résultat. J'ai appelé Amber. Le cœur battant. Allô. Sa voix était petite, incertaine. Amber, où êtes-vous? Pourquoi êtes-vous parti? Je ne sais pas, maman et papa ont dit de ne pas te parler. Ils ont dit que tu devais apprendre la responsabilité. Ils m'ont laissé sur une aire de repos à 70 miles de chez moi. Comment suis-je censé rentrer? Je ne sais pas. Je dois y aller. Il me regarde. Elle a raccroché. J'ai vérifié les horaires de bus sur mon téléphone. La ville la plus proche avec un service était à 20 miles et le dernier bus était déjà parti. Pas de service avant le matin. La panique montant, je me suis approché d'une famille qui sortait de son monospace. Excusez-moi. Je suis désolé de vous déranger, mais je suis bloqué. Ma famille est partie sans moi. Y a-t-il une chance que vous alliez vers Denver? Le père a rapproché ses enfants et a secoué la tête. Désolé, mec. On va dans l'autre sens. Son expression indiquait clairement qu'il pensait que je tramais quelque chose. Je ne pouvais pas le blâmer. Un jeune de 20 ans débraillé prétendant que sa famille l'avait abandonné ressemblait en effet à la préparation d'un vol ou pire. J'ai essayé quelques autres groupes avec des résultats similaires. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, le trafic à l'aire de repos s'est éclairci. À 18 heures, le soleil commençait à se coucher et la réalité de ma situation est devenue impossible à ignorer. Ma famille m'avait délibérément conduit à un endroit isolé et m'y avait laissé. Ils avaient planifié cela, le voyage surprise, l'aire de repos spécifique, le sac à dos déjà retiré de la voiture. Ce n'était pas une décision prise sur un coup de tête. C'était un abandon prémédité. Alors que cette prise de conscience s'installait, ma poitrine s'est serrée. Ma respiration est devenue superficielle et rapide. Des points noirs dansaient au bord de ma vision. Une crise de panique s'emparait de moi. Je me suis assis sur le trottoir, la tête entre les genoux, me forçant à prendre de profondes inspirations jusqu'à ce que le vertige passe. Quand je me suis suffisamment calmé, j'ai passé un dernier appel à ma sœur. S'il te plaît, Amber, dis-leur de revenir me chercher. Je ne peux pas, ris. Ils ont pris leur décision. Papa dit que tu dois apprendre ce qu'est le monde réel. Le savais-tu? Savais-tu qu'il préparait ça? La pause avant qu'elle ne réponde m'a tout dit. Je ne savais pas exactement ce qu'ils allaient faire. Mais elle avait su quelque chose. Ma propre sœur s'était tue pendant que nos parents complotaient pour m'abandonner au milieu de nulle part. Je dois y aller, a-t-elle dit rapidement. Quelqu'un arrive. La ligne est devenue morte.
Et avec elle, mon dernier espoir que tout cela n'était qu'une terrible erreur qui serait bientôt corrigée. La nuit tombait et j'étais vraiment seul. Alors que l'obscurité tombait complètement, la température a chuté rapidement. Les nuits du Colorado peuvent être froides, même en été, et je ne portais qu'un jean et un t-shirt léger. Les lumières de l'aire de repos créaient des flaques d'illumination jaune entourées d'ombres profondes, donnant à l'endroit une atmosphère étrange et abandonnée. La salle de bain offrait un abri temporaire, mais un policier d'État s'est arrêté vers 22 heures et m'a dit que je ne pouvais pas y passer la nuit. Il semblait méfiant de mon histoire. « Tes parents t'ont juste laissé ici ? Pourquoi ferait-il ça ?» Je n'avais pas de réponse qui ne semblerait pas pathétique. On a eu un désaccord sur l'école. Tu as une pièce d'identité ? Des mandats d'arrêt dont je devrais être au courant ? Après avoir vérifié mon permis de conduire et mon nom, il semblait légèrement moins méfiant, mais toujours peu disposé à aider. Écoute, je ne peux pas te donner un lift. C'est contre la politique. Il y a une ville à environ 7 miles à l'est si tu commences à marcher maintenant. Avec ce conseil peu utile, il m'a laissé debout sur le parking. La perspective de marcher le long d'une autoroute la nuit semblait encore plus dangereuse que de rester sur place. J'ai exploré le périmètre de l'aire de repos et j'ai trouvé un fossé de drainage derrière le bâtiment principal. Il offrait au moins une certaine protection contre le vent. Je me suis blotti là, utilisant mon sac à dos comme oreiller, frissonnant alors que la température continuait de baisser. Le sommeil est venu par brèves et inconfortables intermittences, interrompues par le passage des camions sur l'autoroute et le froid constant qui semblait s'infiltrer dans mes os. Quelque temps avant l'aube, j'ai dû tomber dans un sommeil plus profond car je me suis réveillé au son de pas à proximité. Le jour commençait à peine à poindre, jetant une lumière grise sur l'aire de repos. « Ça va là-dedans, mon fils ?» La voix appartenait à un homme costaud dans la cinquantaine, portant une chemise en flanelle et une casquette de camionneur. Je me suis relevé péniblement, raide et endolori de la nuit passée sur le sol dur. « Oui, monsieur. Je vais bien. » Il n'avait pas l'air convaincu. « Tu n'as pas l'air bien. Tu as l'air d'avoir passé la nuit dans un fossé. » C'est en fait exactement ce qui s'est passé. Il s'appelait Bill et c'était un camionneur long courrier en route pour le Wyoming. Après avoir entendu une version condensée de mon histoire, il m'a offert un lift. Je ne vais pas jusqu'à Denver, mais je peux te rapprocher. J'ai une livraison à environ 50 miles d'ici. Dans la chaleur de la cabine de son camion, en mangeant un sandwich de petit déjeuner qu'il a insisté pour m'acheter à la prochaine station-service, Bill a partagé sa propre histoire de rupture familiale. Mon vieux était un ivrogne méchant. J'ai quitté la maison à 16 ans et je n'ai jamais regardé en arrière. J'ai construit ma propre vie, ma propre famille. Parfois, la famille dans laquelle tu nais n'est pas la famille avec laquelle tu finis, tu sais. Il m'a déposé dans une petite ville dont je n'avais jamais entendu parler, à encore environ 15 miles de chez moi. Il m'a offert $20, que j'ai d'abord refusé. Prends-les, a-t-il insisté. Fais-le suivre un jour quand tu seras de nouveau sur pied. La marche jusqu'à la maison a pris près de 5 heures. Mon téléphone était mort et je n'avais aucun moyen de le recharger. J'ai marché péniblement à travers des quartiers inconnus, suivant les panneaux indiquant la direction générale de Denver. Au moment où j'ai atteint notre rue de banlieue, le soleil était haut et j'étais épuisé, affamé et émotionnellement engourdi. En approchant de notre maison, j'ai remarqué quelque chose de bizarre à la porte d'entrée. Il m'a fallu un moment pour le réaliser. Un nouveau pen dormant avait été installé. J'ai essayé ma clé dans la serrure d'origine, mais elle ne tournait pas. Le clavier de sécurité avait également été réinitialisé. Madame Patterson, la voisine, arrosait ses fleurs, me regardant avec une curiosité non dissimulée. Je lui ai fait un signe de la main maladroit, essayant de paraître normal tout en tentant de m'introduire dans ce qui avait été ma maison moins de 24 heures auparavant. « Ils sont partis tôt ce matin », a-t-elle crié. « Ils ont dit quelque chose à propos de rendre visite à la famille. » C'est à ce moment-là que j'ai remarqué les sacs poubelles. 3 sacs en plastique noir étaient empilés proprement près du portail latéral, clairement remplis d'articles ménagers. Sur le dessus se trouvait une enveloppe blanche avec mon nom écrit de la main parfaite de ma mère. Le mot à l'intérieur était bref. « Trouve ton propre chemin. Ne nous contacte plus. » J'ai ouvert les sacs là, sur la pelouse, conscient de Madame Patterson et maintenant de Monsieur Grayson de l'autre côté de la rue qui regardait. Les sacs contenaient mes vêtements, quelques livres, mon ordinateur portable et divers objets personnels. Toute ma vie réduite à 3 sacs poubelles.
Les mains tremblantes, j'ai sorti mon chargeur de téléphone d'un sac et j'ai branché mon téléphone mort sur une prise extérieure sur le porche. Après quelques minutes, j'avais assez de charge pour passer un appel. Tyler était mon ami depuis le collège. Sa famille avait toujours été gentille avec moi, même si nous nous étions un peu éloignés pendant l'université. Tyler, serré. J'ai besoin d'aide. La partie la plus difficile a été d'expliquer la situation. Chaque mot ressemblait à l'aveu d'un échec honteux. Mes propres parents me trouvaient si sans valeur qu'ils m'avaient littéralement jeté. Le choc de Tyler était évident même au téléphone. Tu es sérieux? Ils t'ont juste laissé là? C'est quoi ce bordel, mec? Je sais que ça a l'air fou. J'ai du mal à y croire moi-même. Où es-tu maintenant? Devant ma maison. Enfin, leur maison, je suppose. Reste là. J'arrive te chercher. Tyler est arrivé 20 minutes plus tard. À ce moment-là, j'avais remballé les sacs et j'étais assis sur le trottoir, essayant d'ignorer les regards des voisins. Tyler m'a aidé à charger mes sacs dans sa voiture. Son expression était un mélange de colère et d'incrédulité. Tu peux rester avec nous un moment. Je dois en parler à mes parents, mais ils ne diront pas non. Ses parents étaient moins enthousiastes que Tyler l'avait prédit. Madame Winters était sympathique, mais inquiète. Bien sûr, tu peux rester, Ray, mais juste pour quelques jours jusqu'à ce que tu trouves une solution. Nous n'avons pas beaucoup de place, comme tu le sais. J'ai passé cette première nuit sur le canapé de leur salon, utilisant des articles de toilette empruntés et portant les mêmes vêtements que j'avais portés pendant 2 jours. L'humiliation a été complète lorsque j'ai dû demander à Tyler une paire de sous-vêtements propres. Cette nuit-là, j'ai essayé de recontacter ma sœur, pour découvrir qu'elle avait bloqué mon numéro. Le coup de grâce est venu sous la forme d'un email de ma mère. C'est pour ton bien. Deviens un homme. Fais quelque chose de toi. Prouve-nous que nous avons eu tort. Dans la salle de bain des Winters, j'ai finalement craqué. Je me suis assis sur le couvercle des toilettes fermées et j'ai pleuré en silence, ne voulant pas réveiller la famille qui m'avait accueilli. J'ai pleuré la perte de ma famille, la manière honteuse dont j'avais été rejeté, et l'avenir incertain qui s'étendait devant moi. Surtout, j'ai pleuré pour le naïf jeune de 20 ans qui, malgré tout, croyait encore que ses parents ne lui feraient pas vraiment de mal comme ça. Cette croyance avait disparu maintenant, emportée par des larmes que je ne pouvais pas me permettre de continuer à verser. La famille Winters m'a laissé rester pendant 2 semaines inconfortables. J'ai dormi sur leur canapé, j'ai gardé mes affaires soigneusement empilées dans un coin de leur salon et j'ai essayé de me faire aussi invisible que possible. Madame Winters me lançait ses sourires crispés chaque fois qu'elle entrait dans la pièce, comptant clairement les jours jusqu'à mon départ. Trouver un logement était ma priorité. Sans historique de crédit, sans revenus stables et sans co-signataire, la plupart des complexes d'appartements légitimes ne voulaient pas de moi. J'ai fini par répondre à une annonce pour une chambre dans une maison partagée dans l'un des quartiers les moins désirables de Denver. Ma nouvelle maison était un grenier aménagé dans une victorienne délabrée, divisée en 6 chambres de fortune. Mes colocataires étaient un casting changeant de personnages, une infirmière de nuit qui dormait pendant la journée, un type qui prétendait être un producteur de musique mais semblait vendre de la drogue à côté, et 3 étudiants d'un collège communautaire qui faisaient la fête la plupart des nuits. J'ai décroché un emploi dans un fast-food, travaillant en double service chaque fois que possible. Le salaire suffisait à peine à couvrir le loyer et les produits de première nécessité. J'ai vendu mes manuels scolaires, mon ordinateur portable douloureux, étant donné mon intérêt pour la programmation et d'autres biens pour joindre les 2 bouts. Les seules choses que j'ai refusé de vendre étaient les quelques photos de famille que j'avais prises. Malgré tout, je ne pouvais pas me défaire de ces preuves tangibles que j'avais autrefois fait partie d'une famille. Environ un mois après avoir été abandonné, j'ai reçu un texto d'un numéro inconnu. C'était Amber, utilisant le téléphone d'un ami. On peut se voir? Café sur Hampton à demain à 15h. J'y étais à 14h30, nerveux et plein d'espoir. Amber est arrivée, l'air mal à l'aise, vérifiant constamment la porte comme si elle craignait que nos parents n'entrent. Ils ont dit à tout le monde que tu as choisi de partir, a-t-elle dit en remuant son latte sans le boire. Papa dit que tu voulais l'indépendance et des opportunités ailleurs. Maman a pleuré à l'église en disant que tu étais parti sans dire au revoir. L'injustice de la situation m'a frappé comme un coup physique. Ils m'ont abandonné sur une aire de repos à 70 miles de chez moi. Ils ont changé les serrures et ont mis mes affaires dans des sacs poubelles.
Amber a baissé les yeux. Je sais. J'étais là. Je suis désolé, ris. J'aurais dû dire quelque chose. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Tu sais comment ils sont, surtout papa quand il a une idée en tête. Elle s'est tue. Il parle d'utiliser ton fonds d'études pour une rénovation de cuisine. Mon fonds d'études qui n'existait soi-disant plus. Juste un mensonge de plus. Ça va? Tu as besoin d'argent, a-t-elle demandé. Je survivais à peine, mais l'orgueil m'a fait secouer la tête. Je vais bien. J'ai un travail, un logement. Maman vérifie tes réseaux sociaux tous les jours, tu sais, pour voir si tu as posté quelque chose sur ce qui s'est réellement passé. Je n'avais rien posté. Que dirais-je? Sans abri parce que mes parents m'ont jeté comme un déchet. Amber est partie après avoir promis de rester en contact. Une promesse que je savais qu'elle ne tiendrait pas. Ses loyautés étaient claires, et l'autopréservation l'emporterait sur l'inquiétude fraternelle. Les mois suivants ont été un tourbillon de travail et de lutte. Une semaine particulièrement mauvaise où ma part du loyer était due et mon chèque de paie a été retardé à cause d'une erreur de traitement, j'ai passé 2 nuits à dormir sur un banc dans un parc. Je me suis dit que c'était juste temporaire, que les choses s'amélioreraient. Mais dans ces heures sombres avant l'aube, il était difficile de le croire. J'ai ravalé ma fierté et j'ai demandé une aide financière d'urgence et des bons d'alimentation. Debout au bureau de l'aide sociale, entouré de familles en difficulté et de personnes âgées à revenus fixes, j'ai ressenti à la fois de la honte et un étrange sentiment de communauté. C'étaient des gens que la société avait laissé tomber de diverses manières, tout comme ma famille m'avait laissé tomber. Mon tournant est arrivé de manière inattendue. Jordan, un directeur adjoint au restaurant où je travaillais, m'a remarqué en train d'étudier un livre de programmation pendant mes pauses. « Tu t'intéresses aux ordinateurs ?» a-t-il demandé un jour. « Ouais, j'étudiais l'informatique avant. Avant de devoir quitter l'école. » Il a hoché la tête pensivement. « L'entreprise de mon frère a besoin de quelqu'un pour aider avec leur site web. Rien de compliqué, juste mettre à jour le contenu et corriger de petits problèmes. Intéressé ? Ce petit boulot d'appoint a mené à une promotion au restaurant en tant que superviseur de service après que Jordan ait mis un bon mot pour moi. Le salaire légèrement meilleur m'a permis de louer un petit studio dans un quartier plus sûr. C'était à peine 200 pieds carrés avec une kitchenette et une salle de bain si petite que je devais sortir pour changer d'avis, mais c'était à moi. Les meubles étaient récupérés dans les ruelles et les magasins d'occasion, un futon qui servait de lit, une caisse en bois comme table de chevet, un bureau bancal d'une vente de surplus universitaire. Mais avoir mon propre espace avec une porte que je pouvais verrouiller ressemblait à du luxe après des mois d'instabilité. Malgré cette amélioration, la dépression et l'isolement sont restés des compagnons constants. Je travaillais, je rentrais, je dormais, et je recommençais le cycle. Se faire des amis était difficile quand la plupart des activités sociales coûtaient de l'argent que je n'avais pas. Sortir avec quelqu'un était hors de question. Qui voudrait de quelqu'un que ses propres parents avaient jeté? J'ai lancé une petite entreprise de création de sites web en utilisant les ordinateurs de la bibliothèque publique. Mon premier vrai client m'a payé 500 $ pour un site d'entreprise simple, plus d'argent que je n'en avais vu en une seule fois depuis des mois. J'en ai dépensé une partie pour un ordinateur portable reconditionné, investissant dans mon avenir plutôt que dans le confort immédiat. Environ 8 mois après avoir été abandonné, j'ai eu une rencontre fortuite qui m'a secoué. Je travaillais à l'aire de restauration du centre commercial du restaurant quand je les ai aperçus, mes parents, des sacs de courses à la main, riant de quelque chose. Ils ne m'avaient pas vu. Je me suis réfugié dans la réserve, le cœur battant, les mains tremblantes. Ma directrice m'a trouvé là, en pleine crise de panique. « Prends le reste de ton service », a-t-elle dit, de l'inquiétude dans les yeux. « Quoi que ce soit, prends soin de toi d'abord. » Je ne pouvais pas lui expliquer, ni à personne d'autre, ce qui n'allait pas. Que malgré les mois passés à construire une nouvelle vie, la vue des personnes qui m'avaient abandonné pouvait encore me réduire à un tas de tremblements. Cet incident m'a fait réaliser à quel point mon traumatisme n'était pas guéri. J'avais été tellement concentré sur la survie physique que je n'avais pas traité la dévastation émotionnelle. La confiance est devenue un concept étranger. Je gardais les gens à distance, craignant de dépendre de qui que ce soit. Les amitiés que j'ai formées sont restées superficielles. Je n'ai jamais raconté à personne toute l'histoire de la façon dont je me suis retrouvé seul. Les vacances étaient les plus difficiles. Travailler pendant Thanksgiving et Noël est devenu ma tradition, me portant volontaire pour les services que les autres voulaient éviter.
Mieux valait rester occupé que de s'asseoir seul dans mon minuscule appartement pendant que les réseaux sociaux se remplissaient de célébrations familiales. Un soir, en faisant défiler Facebook, j'ai vu des photos de la remise de diplôme d'Amber. Mes parents rayonnaient fièrement à ses côtés. Le bras de mon père autour de ses épaules. La légende disait, si fier de notre incroyable fille. En route pour les études supérieures l'automne prochain. J'ai regardé ces photos pendant des heures. Non pas parce que j'enviais le succès d'Amber, mais parce que les personnes souriantes sur ces photos m'étaient étrangères. L'homme qui avait laissé son fils sur une aire de repos et la femme qui avait mis ses affaires dans des sacs poubelles avaient l'air si normaux, si fiers, si aimants envers leur enfant restant. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Je réussirais. Non pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, non pas pour gagner leur approbation ou leur regret, mais pour moi-même. Je construirais une vie si complète qu'il n'y aurait aucune importance. Je me suis inscrit à des cours du soir au collège communautaire tout en continuant à travailler à plein temps. L'horaire était brutal. Travail de 7h à 16h, cours de 18h à 21h, devoir jusqu'à minuit, puis lever à 5h30 pour recommencer. Ma première vraie percée est survenue lorsque j'ai décroché un contrat de développement web pour une organisation à but non lucratif locale. Le projet m'a rapporté assez pour que je puisse passer à temps partiel au restaurant. Moins d'un an après avoir été abandonné, j'ai déménagé dans un appartement légèrement meilleur. Toujours petit, toujours dans un quartier modeste, mais avec une chambre séparée et assez d'espace pour un bureau convenable. En repensant à cette première année, je suis étonné d'avoir survécu. Mais les humains sont remarquablement adaptables, même à des circonstances qui semblent insupportables. Un pied devant l'autre, un jour à la fois. J'avais commencé à construire quelque chose à partir des cendres de la vie qui avaient été brûlées autour de moi. Mon cheminement a changé lorsque j'ai rencontré le professeur Daniels. Je faisais des petits boulots de réparation d'ordinateurs pour compléter mes revenus, et le laboratoire informatique du collège communautaire avait besoin d'aide pour installer de nouveaux équipements. Le professeur Daniels, qui enseignait des cours de programmation avancée, a remarqué la rapidité avec laquelle je diagnostiquais et réparais les problèmes de réseau. « Vous avez une aptitude naturelle pour ça ?» a-t-il dit en me regardant travailler. « Êtes-vous étudiant ici ? » Je suis juste quelques cours du soir quand je peux me le permettre. Il m'a étudié pensivement. Seriez-vous intéressé à suivre mon cours de programmation avancée en auditeur libre? Pas de crédit, mais vous apprendriez beaucoup. En échange d'aider à maintenir le laboratoire. Cette offre a été le premier domino d'une série d'opportunités. Avec un accès au laboratoire informatique après les heures de cours, je pouvais travailler sur des projets sans dépendre des ordinateurs de la bibliothèque publique avec des limites de temps strictes. Le professeur Daniels est devenu le mentor dont j'avais désespérément besoin, me poussant à apprendre davantage, me mettant au défi de résoudre des problèmes complexes. Mon entreprise de conception de sites web a grandi lentement mais sûrement. J'ai créé un site portfolio présentant mon travail, en me concentrant sur un design épuré et la fonctionnalité. Les recommandations de bouche à oreille ont apporté plus de clients, une boulangerie locale, un cabinet d'avocats, une garderie. Chaque projet a amélioré mes compétences et élargi mon réseau professionnel. Le professeur Daniels m'a encouragé à postuler à un programme de bourse spéciale pour les étudiants non traditionnels ayant des compétences démontrées dans les domaines de la technologie. La candidature nécessitait des lettres de recommandation, un portfolio et un essai sur la façon de surmonter les obstacles à l'éducation. J'ai écrit sur les difficultés financières et les circonstances familiales sans détailler l'abandon. Certaines vérités étaient encore trop douloureuses à partager. Quand la lettre d'acceptation est arrivée, offrant une bourse complète pour terminer mon diplôme, je me suis assis sur le sol de mon appartement et j'ai pleuré. Pas de tristesse cette fois, mais de justification et d'espoir. C'était quelque chose que j'avais entièrement mérité par mes propres mérites. Avec la bourse couvrant les frais de scolarité et fournissant une petite allocation, j'ai déménagé dans un meilleur appartement dans un quartier plus sûr. Ce n'était pas luxueux, mais il avait un chauffage fiable, pas de cafard, et des voisins qui ne mettaient pas la musique à fond à 3 heures du matin. Pour la première fois depuis mon abandon, j'ai ressenti un sentiment de stabilité et de sécurité. Pendant mon premier semestre de retour à l'éducation à plein temps, j'ai rencontré Maya et Jason dans un cours de gestion de base de données. Nous avons été assignés à un projet de groupe, et leurs compétences et leur éthique de travail m'ont impressionné. Après des années à garder les gens à distance, je me suis retrouvé à m'ouvrir prudemment à la possibilité d'une véritable amitié. Lorsque j'ai obtenu mon baccalauréat en informatique, Maya et Jason ont organisé un petit dîner de célébration.
Rien de chic, juste de la pizza et de la bière dans un restaurant local. Mais avoir des gens qui se souciaient sincèrement de ma réussite signifiait tout. C'était la première fois que je me sentais à ma place quelque part depuis la perte de ma famille. Mon premier vrai travail est venu grâce à l'un des contacts industriels du professeur Daniels, un poste de débutant dans une start-up technologique prometteuse développant des systèmes de gestion des stocks. Le salaire de départ semblait astronomique par rapport à ce que je gagnais, bien qu'il soit standard pour l'industrie. Pourtant, recevoir ce premier chèque de paie était surréaliste. J'ai progressé rapidement, en partie grâce à mes compétences, mais surtout grâce à une éthique de travail implacable. Alors que mes collègues se plaignaient des délais serrés ou de travailler occasionnellement le week-end, je me souvenais de dormir dans des fossés et sur des bancs de parc. Aucun défi professionnel ne pouvait se comparer à un véritable désespoir. 3 ans après avoir commencé dans l'entreprise, j'ai acheté ma première voiture neuve, une Honda modeste. Rien de tape à accent grave-l'œil, mais acheté avec mon propre argent, à mon nom. En quittant le concessionnaire, j'ai ressenti une vague de fierté et d'indépendance qui n'avait rien à voir avec le fait d'impressionner les autres et tout à voir avec une réussite personnelle. Les vacances sont devenues moins douloureuses à mesure que je créais de nouvelles traditions avec ma famille choisie d'amis. Thanksgiving à l'appartement de Maya avec tout le monde apportant des plats. Marathon de films de réveillon de Noël chez Jason. Célébration du Nouvel An avec des collègues devenus des amis. Ces rassemblements manquaient de la coordination parfaite des vacances en famille, mais ils étaient chaleureux, authentiques et libres de la tension sous-jacente que je reconnaissais maintenant avoir toujours imprégné mes célébrations familiales. De temps en temps, j'entendais des nouvelles de ma sœur par des relations communes. Amber avait terminé ses études supérieures et avait pris un emploi dans une agence de marketing à Chicago. Elle s'était fiancée à son petit ami de l'université. Chaque nouvelle arrivait avec une pointe de quelque chose qui n'était pas tout à fait de la jalousie, pas tout à fait du désir, mais une reconnaissance douce amère d'une relation qui aurait pu être. Lorsque les fiançailles d'Amber ont été annoncées sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes qui savaient que nous étions frères et sœurs m'ont demandé si j'étais excité par le mariage à venir. J'ai esquivé ces questions avec des réponses vagues sur des horaires de travail chargés et des difficultés de voyage. La vérité, que je n'avais pas parlé à ma sœur depuis des années et que je ne m'attendais pas à une invitation, aurait conduit à des questions embarrassantes auxquelles je n'étais pas prêt à répondre. Malgré l'amélioration de ma situation, j'ai reconnu que j'avais besoin d'une aide professionnelle pour traiter le traumatisme de l'abandon. Des séances de thérapie hebdomadaires sont devenues une partie de ma routine. Ma thérapeute, le Dr Lynn, m'a aidé à comprendre que mon hypervigilance, mes problèmes de confiance et ma peur du rejet découlaient de cette trahison fondamentale. Ce qu'ils ont fait dit tout sur eux et rien sur vous, me rappelait-elle. Vous n'avez pas été abandonné parce que vous n'étiez pas digne d'amour. Vous avez été abandonné parce qu'ils étaient incapables de fournir un amour et un soutien parental appropriés. À 28 ans, j'ai été promu développeur senior, puis chef d'équipe. Mes responsabilités se sont étendues au mentorat de développeurs juniors, dont certains me rappelaient mon moi plus jeune, désireux, un peu maladroit, avide d'apprendre. J'ai pris une satisfaction particulière à aider ceux qui venaient de milieux défavorisés ou de parcours éducatifs non conventionnels. Quand j'ai eu 30 ans, j'ai acheté une petite maison dans une agréable banlieue de Denver. Rien d'extravagant, mais à moi. Le jour où j'ai signé les papiers de l'hypothèque m'a semblé monumental, une preuve définitive que j'avais non seulement survécu, mais aussi prospéré après avoir été rejeté. À peu près à cette époque, j'ai appris par un ami commun que mes parents avaient posé des questions sur moi. Apparemment, l'entreprise de mon père s'était redressée et ils étaient curieux de savoir ce qu'était devenu leur fils. La nouvelle a suscité un mélange complexe d'émotions, de la colère qu'ils pensent avoir le droit de connaître ma vie, de la curiosité sur leur motivation, et un petit battement de validation indésirable qu'ils pensent à moi. J'ai décidé de maintenir mes distances. Quelle que soit la curiosité ou le remords qu'ils pouvaient ressentir, cela n'effaçait pas 12 ans de silence, 12 ans pendant lesquels ils n'avaient fait aucune tentative pour savoir si j'étais même en vie. Alors que ma carrière se consolidait, j'ai trouvé un but au-delà du succès professionnel. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un programme qui enseignait le codage à des enfants de quartiers à faible revenu. Voir leur excitation lorsqu'ils créaient leur premier programme ou construisaient leur premier site web m'a apporté une joie que les promotions et les chèques de paie ne pouvaient égaler. Les rencontres amoureuses avaient toujours été difficiles étant donné mes problèmes de confiance, mais à 31 ans, j'ai rencontré Sophia lors d'une conférence technologique. Elle était brillante, gentille et patiente. Notre relation s'est développée lentement, construite sur le respect mutuel et l'honnêteté. 6 mois plus tard,
je lui ai finalement raconté toute l'histoire de ma famille et de mon abandon. Nous étions assis sur mon porche arrière, la soirée d'été chaude autour de nous. J'avais été vague sur ma famille depuis le début de notre relation, et elle méritait la vérité. Je ne parle pas à ma famille parce qu'ils m'ont abandonné quand j'avais 20 ans, dis-je, les mots sortant d'un trait. Ils m'ont conduit à une aire de repos à 70 miles de chez moi et m'y ont laissé avec rien d'autre qu'un sac à dos. J'ai dormi dans un fossé de drainage cette nuit-là. Je lui ai tout raconté. Les années de lutte, le sans-abrisme, la lente remontée vers la stabilité. Quand j'ai eu fini, je tremblais, craignant de la regarder, craignant de voir de la pitié, ou pire, de l'incrédulité. Au lieu de cela, quand j'ai finalement croisé son regard, j'ai vu quelque chose d'inattendu. De la colère en mon nom et une profonde compassion qui ne demandait rien en retour. « Merci de m'avoir fait confiance avec ça », a-t-elle dit en me prenant la main. Ce qui t'est arrivé était mal, profondément mal. Mais regarde ce que tu as construit à partir de rien. C'est extraordinaire, Ray. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de profond. L'histoire de mon abandon n'était pas seulement un conte de victimisation et de survie. C'était aussi un témoignage de résilience, de la capacité humaine à se reconstruire après la dévastation. Pour la première fois, j'ai ressenti une lueur de gratitude, non pas pour l'abandon lui-même, mais pour la force que j'avais découverte à sa suite. Je n'avais aucune idée alors que ma paix soigneusement construite était sur le point d'être remise en question par une invitation de mariage et une note manuscrite qui rouvrirait des questions que je pensais avoir résolues des années auparavant. L'enveloppe est arrivée un mardi. Un rectangle de couleur crème avec mon nom et mon adresse écrit d'une écriture familière. J'ai immédiatement reconnu l'écriture en boucle d'Amber, bien que je ne l'ai pas vue depuis des années. L'adresse de l'expéditeur indiquait Chicago, confirmant mes soupçons sur l'origine de l'enveloppe avant même de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait exactement ce à quoi je m'attendais, une invitation officielle au mariage d'Amber, prévue 6 semaines plus tard à Denver. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la plus petite enveloppe qui en est tombée, avec mon nom écrit de l'écriture parfaite et inimitable de ma mère. Mes mains se sont mises à trembler si fort que j'ai dû poser la note sur mon comptoir de cuisine. La vue de cette écriture m'a instantanément transporté à cette aire de repos, à la note scotchée sur des sacs poubelles contenant mes affaires. La réaction physique a été intense. Cœur battant, respiration superficielle, sueur froide sur mon front. Quand je me suis suffisamment calmé pour continuer, j'ai ouvert la plus petite enveloppe avec des doigts tremblants. La note à l'intérieur était brève. Nous avons eu tort. Nous sommes désolés. S'il te plaît, viens. Je suis resté assis à ma table de cuisine, fixant ces 8 mots pendant ce qui a semblé des heures. 12 ans de silence. Et c'est tout ce qu'ils avaient à dire. Une vague reconnaissance d'actes répréhensibles et une invitation à faire comme si de rien n'était. Pas d'explication, pas de véritables excuses, juste l'attente que je revienne en courant à leur appel. Mon téléphone a sonné ce soir-là. Un numéro inconnu de Chicago. J'ai failli ne pas répondre, mais un instinct m'a dit qui cela pouvait être. Ray? C'est Amber. Sa voix était exactement la même. Peut-être un peu plus mûre, mais toujours reconnaissable comme celle de ma petite sœur. J'ai reçu ton invitation, dis-je en essayant de garder ma voix neutre. Et la note. Je sais que c'est beaucoup à digérer. Et je sais. Je sais que les choses se sont mal terminées. Mal terminées? C'est comme ça que tu caractérises l'abandon? Ils m'ont laissé sur une aire de repos, Amber. Ils ont changé les serrures. Ils ont dit aux gens que j'avais choisi de partir. Une longue pause. Je sais. Et ils ont eu tort. Ils le savent maintenant. 12 ans plus tard. Ils ont eu un changement de cœur. Ça a été un long processus, a-t-elle dit prudemment. Ils demandent de tes nouvelles depuis des années, en fait. Depuis environ 5 ans, quand l'entreprise de papa a vraiment repris. Maman surtout. Elle n'est plus la même personne qu'à l'époque. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Pourquoi devrais-je croire quoi que ce soit qu'ils disent? Tu ne devrais pas, a-t-elle dit, me surprenant. Tu as tout à fait le droit de nous envoyer tous au diable. Mais je me marie, Ray. Et malgré tout, tu es mon frère. J'aimerais que tu sois là. Elle a ensuite expliqué que nos parents avaient connu un revirement de fortune important environ 3 ans après mon départ. L'entreprise de mon père avait décroché plusieurs contrats majeurs et leur situation financière s'était considérablement améliorée.
Une fois cette pression levée, ils avaient apparemment commencé à remettre en question leurs actions. Maman a commencé à voir un thérapeute après que son anxiété soit devenue vraiment grave, a expliqué Amber. C'est là que les choses ont commencé à changer. Elle a commencé à comprendre ce qu'il t'avait fait. Et papa? Il est toujours papa. Têtu, difficile à lire. Mais il demande de tes nouvelles. Il conserve des coupures de journaux lorsque ton entreprise est mentionnée dans les articles économiques. L'idée que mon père ait suivi ma carrière était à la fois déstabilisante et étrangement touchante. J'avais travaillé si dur pour me convaincre que je me fichais de ce qu'ils pensaient, que leur opinion n'avait aucun pouvoir sur moi. Pourtant, je ressentais une émotion complexe à l'idée que mon père collectionne des preuves de mon succès. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était, Amber. Je ne peux pas jouer à la joyeuse réunion à ton mariage. Je ne te le demande pas. Je te demande juste d'envisager de venir. Pour moi, oui. Mais peut-être aussi pour toi. Pour tourner la page, si rien d'autre. Après avoir raccroché, j'ai appelé ma thérapeute et j'ai pris un rendez-vous d'urgence. Le docteur Lynn a écouté pendant que je déversais les émotions contradictoires que l'invitation avait déclenchées. De quoi as-tu peur qu'il se passe si tu y vas? A-t-elle demandé. Qu'il me blesse à nouveau? Que je les laisse faire. Et de quoi as-tu peur qu'il se passe si tu n'y vas pas? Cette question était plus difficile à répondre. Que je me demande toujours. Que je regrette de ne pas avoir vu par moi-même ce qu'ils avaient à dire. Dans les jours qui ont suivi, j'ai discuté de la situation avec mes amis les plus proches. Maya était fermement dans le camp du « dis-leur d'aller au diable ». Il ne mérite pas ton pardon, a-t-elle insisté. Jason était plus mesuré, suggérant que je pourrais y assister purement selon mes propres termes. Tu as construit une vie dont ils ne font pas partie. Tu as tout le pouvoir maintenant. Sophia, comme toujours, a fourni la perspective la plus équilibrée. Quelle que soit ta décision, je te soutiendrai. Mais souviens-toi, le pardon n'est pas pour eux. C'est pour te libérer du poids de ce qu'ils ont fait. L'invitation au mariage est arrivée à un moment où je pensais avoir enfin guéri de mon passé. Mais il est vite devenu clair à quel point ces vieilles blessures avaient encore du pouvoir. Des cauchemars que je n'avais pas eus depuis des années sont revenus, des rêves d'être perdu, d'appeler à l'aide sans réponse, de chercher des maisons vides pour une famille qui avait disparu. J'ai passé des heures à faire des recherches sur la rupture et la réconciliation familiale. Les histoires que j'ai trouvées étaient mitigées, de belles réunions, des tentatives désastreuses qui n'ont fait qu'approfondir les blessures initiales. Il n'y avait pas de feuille de route claire pour naviguer sur ce territoire. C'est en fait exactement ce qui s'est passé. J'ai créé une liste détaillée des avantages et des inconvénients d'assister au mariage, en essayant d'aborder la décision de manière analytique car mes émotions étaient trop turbulentes pour être fiables. Côté avantage, soutenir Amber, tourner la page, satisfaire ma propre curiosité, démontrer mon succès. Côté inconvénient, une dévastation émotionnelle potentielle, la réouverture de blessures guéries, leur donner accès à une vie qu'ils n'avaient pas méritée. Amber a rappelé une semaine plus tard pour savoir si j'avais pris une décision. Au cours de notre conversation, elle a révélé plus de détails sur la version des événements de notre famille après mon départ. Ils ont dit à tout le monde que nous avions perdu le contact quand tu as déménagé pour le travail, a-t-elle expliqué. Ça a commencé comme le mensonge qu'ils ont raconté immédiatement après ce qui s'est passé. Mais avec le temps, je pense qu'ils ont commencé à le croire eux-mêmes. C'était plus facile que d'admettre ce qu'ils avaient fait. Elle a également partagé une nouvelle qui m'a durement frappé. Notre grand-père était décédé 3 ans plus tôt. Je ne le savais pas. Personne n'avait pensé à me le dire. Ou peut-être qu'il n'avait pas su comment me joindre. Il y a des gens dans la famille qui te manquent, a dit Amber. Tante Laura demande de tes nouvelles à chaque Noël. Cousin Michael a appelé son fils comme toi. Un soir, je me suis assis et j'ai écrit une lettre que je n'avais pas l'intention d'envoyer, déversant 12 ans de colère, de douleur, de confusion et de chagrin. J'ai écrit sur la nuit dans le fossé de drainage, sur l'humiliation des refuges pour sans-abri, sur les vacances passées seules pendant qu'il célébrait avec Amber. J'ai écrit jusqu'à ce que ma main ait des crampes et que les larmes brouillent ma vision. Puis j'ai brûlé la lettre dans mon foyer de jardin, regardant les cendres s'élever dans le ciel nocturne. La pression a augmenté lorsqu'Amber a mentionné que plusieurs parents avaient été informés que je pourrais assister. La grand-tante Edith dit qu'à 87 ans, elle n'aura peut-être pas une autre chance de te voir.
Je suis désolé si cela ressemble à de la manipulation. Je te dis juste ce qui se passe de ce côté-ci. Après près d'une semaine de délibération, le moment de clarté dont j'avais besoin est arrivé de manière inattendue. Je rentrais du travail en voiture, coincé dans les embouteillages, écoutant à moitié un podcast, lorsque la pensée s'est cristallisée. Je pouvais assister à ce mariage selon mes propres termes. Je n'avais pas à chercher leur approbation ou leur pardon. Je n'avais pas à faire semblant que tout allait bien. Je pouvais y aller pour ma propre clôture, pour les regarder dans les yeux en tant qu'adultes qui avaient survécu à leur pire moment. Ce soir-là, j'ai appelé Amber et je lui ai dit que j'assisterais, à des conditions. J'amènerais Sophia comme mon plus un. Je ne participerai pas aux photos de famille au-delà d'une avec Amber si elle le voulait. Je resterai à l'hôtel, pas avec la famille. Et je partirai si les choses devenaient trop difficiles. C'est juste, a-t-elle dit, le soulagement évident dans sa voix. Plus que juste. J'ai passé les semaines précédant le mariage à me préparer, à la fois émotionnellement et pratiquement. J'ai travaillé avec le docteur Lynn sur des stratégies d'adaptation pour les situations déclenchantes. Sophia et moi avons fait du shopping pour une tenue appropriée. Je voulais avoir l'air réussi sans donner l'impression d'essayer de prouver quelque chose. J'ai répété des réponses simples et neutres aux questions inévitables des parents. Que as-tu fait toutes ces années? Je travaille dans le développement de logiciels. Et vous? Pourquoi ne t'avons-nous pas vu aux réunions de famille? Le travail me tient occupé. Parlez-moi de vos enfants. J'ai réservé une chambre d'hôtel assez loin du lieu du mariage pour ne pas rencontrer accidentellement des membres de la famille, mais assez proche pour que le transport ne soit pas un problème. J'ai loué une voiture pour que nous ayons nos propres moyens de nous échapper si nécessaire. La veille de notre départ pour Denver, j'ai eu ma dernière séance de thérapie avant le voyage. Le docteur Lynn m'a rappelé le chemin que j'avais parcouru. Il y a 12 ans, il détenait tout le pouvoir. Demain, vous les rencontrez en tant qu'égaux. En fait, plus qu'égaux. Vous avez construit quelque chose qu'ils ont essayé d'empêcher. Souvenez-vous de ça. Alors que Sophia et moi faisions nos valises pour le voyage, j'ai ressenti un étrange mélange de crainte et d'anticipation. Quoi qu'il arrive à ce mariage, ce serait un tournant. Après 12 ans de silence, j'étais sur le point d'affronter les personnes qui m'avaient jeté, non pas comme le jeune de 20 ans désespéré et abandonné que j'avais été, mais comme l'homme réussi et autonome que j'étais devenu malgré eux. « Es-tu prêt pour ça ?» a demandé Sophia alors que nous chargions nos valises dans la voiture. « Non, ai-je admis, mais j'y vais quand même. » Le trajet de retour vers ma ville natale ressemblait à un voyage dans le temps. Des points de repère que je n'avais pas vus depuis 12 ans sont apparus, à la fois changés et étrangement familiers. La banlieue où j'ai grandi s'était étendue avec de nouveaux développements s'étalant sur ce qui avait autrefois été des champs ouverts. Le centre commercial où j'avais travaillé avait été rénové, à peine reconnaissable sauf pour son contour général. Nous nous sommes enregistrés à notre hôtel, une chaîne de milieu de gamme où j'avais réservé une chambre standard. Rien de tape à accent grave-l'œil, mais un territoire confortable et neutre. Le mariage n'avait lieu que le lendemain, mais le dîner de répétition était ce soir-là. Amber m'avait invité, bien qu'elle ait parfaitement compris lorsque j'ai décliné, promettant de la voir à la cérémonie à la place. Cette décision a été mise à l'épreuve lorsque Sophia et moi sommes entrés dans le restaurant de l'hôtel pour le dîner et nous sommes retrouvés face à mes parents dans le hall. Ils avaient vieilli, bien sûr. Les cheveux noirs de mon père étaient maintenant principalement gris, sa grande silhouette légèrement voûtée. Ma mère avait l'air plus mince que dans mes souvenirs, des rides autour des yeux et de la bouche qui n'étaient pas là avant. Un instant, nous sommes tous restés figés, un tableau de choc mutuel. Bien que sachant que nous étions dans la même ville pour le même événement, il semblait plus petit en quelque sorte, moins intimidant que dans mes souvenirs. L'expression de mon père a enregistré la surprise, puis quelque chose comme de la honte avant de se figer en un masque illisible. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. « Ris », a-t-elle dit, faisant un demi-pas en avant de s'arrêter. « Je suis venu pour Amber », ai-je répondu, ma voix plus stable que je ne l'avais prévu. Sophia a serré ma main, un rappel silencieux de son soutien. Je l'ai présenté brièvement, ne voulant pas prolonger cette rencontre inattendue. « On va juste dîner », dis-je. « On peut parler demain au mariage. » Mon père a hoché la tête, semblant soulagé du sursis. « On est content que tu sois là, mon fils », a-t-il dit, le mot « mon fils » atterrissant étrangement dans l'espace entre nous. Au restaurant, assis en sécurité à une table loin du hall, Sophia a étudié mon visage. «
Tu as bien géré ça. Ça n'avait pas l'air réel, ai-je admis, comme si je regardais quelqu'un d'autre leur parler. Le mariage se déroulait dans un country club à la périphérie de la ville. Nous sommes arrivés précisément à l'heure, nous glissant sur des sièges à l'arrière juste au début de la musique. J'ai aperçu des visages familiers, des tantes, des oncles, des cousins que je n'avais pas vus depuis plus d'une décennie, mais je me suis concentré sur la cérémonie elle-même. Amber était magnifique, radieusement heureuse d'une manière que je n'avais pas vue depuis notre enfance. Son fiancé, maintenant mari, la regardait avec une adoration sincère pendant leurs vœux. Quoi qu'il se soit passé d'autre, ma sœur avait trouvé quelqu'un qui l'aimait vraiment. À la réception, Amber m'a immédiatement trouvé, me serrant dans ses bras avec une force surprenante. « Tu es venu. Tu es vraiment venu. J'ai dit que je viendrais. Je sais, mais merci. » Elle s'est tournée pour inclure Sophia. « Vous deux. Ça signifie tout pour moi. » La réunion inévitable avec la famille élargie a suivi. Certains étaient maladroits, ayant clairement cru l'histoire que mes parents avaient racontée sur mon absence. D'autres étaient sincèrement chaleureux, en particulier tante Laura, qui m'a tenu les mains et a étudié mon visage comme pour le mémoriser. « Tu ressembles tellement à ton grand-père », a-t-elle dit. « Il aurait été fier de l'homme que tu es devenu. » J'étais à mi-chemin d'une conversation avec l'un de mes cousins lorsque mon père s'est approché, me demandant si nous pouvions parler en privé. Nous sommes sortis sur la terrasse du lieu de réception. La soirée de printemps était agréablement fraîche. J'ai répété cette conversation 1000 fois, a-t-il commencé, et rien de tout cela ne semble adéquat maintenant. Ça fait 12 ans, dis-je. C'est long pour répéter. Il a reconnu cela d'un signe de tête. Je ne vais pas chercher d'excuses pour ce que nous avons fait. C'était mal. Impardonnablement mal. Pourtant, vous êtes là. Cherchant le pardon? Ne le cherchant pas. Ne l'attendant pas. Juste reconnaissant le mal. Enfin. Il a expliqué, comme Amber l'avait fait, les problèmes financiers qui l'avaient poussé à bout. L'entreprise de construction était à quelques semaines de la faillite. La maison avait été hypothéquée jusqu'à la limite. La famille de ma mère les avait soutenus secrètement avec des conditions qui s'accompagnaient de honte et de ressentiment. On se noyait, a-t-il dit. Et au lieu de demander de l'aide, je me suis défoulé sur toi. Je t'ai fait le problème pour ne pas avoir à affronter mes propres échecs. L'honnêteté était inattendue. J'avais anticipé de la défensive, peut-être une version édulcorée des événements. Au lieu de cela, il offrait un contexte sans l'utiliser comme excuse. Savez-vous ce qui m'est arrivé après? Ai-je demandé. Avez-vous la moindre idée de ce qu'ont été ces premières années? Il a baissé les yeux. Amber nous en a parlé un peu. Pas tout de suite. Plus tard, quand les choses se sont stabilisées. Elle a dit que tu avais été sans abri pendant un certain temps. J'ai dormi dans des parcs, dans des refuges quand je pouvais trouver un lit. J'ai cumulé plusieurs emplois au salaire minimum et j'arrivais à peine à payer le loyer dans un endroit avec des dealers comme voisins. Je suis désolé, Ray. Ça ne change rien, mais je suis vraiment désolé. La réception du mariage continuait à l'intérieur, les sons de la célébration créant un étrange arrière-plan pour cette conversation sobre. J'ai étudié le visage de mon père, cherchant l'homme qui avait été capable d'abandonner son fils. Il était là, dans la mâchoire têtue. Mais il y avait autre chose aussi. Une lassitude, peut-être de la sagesse, qui n'existait pas auparavant. Je ne vous pardonne pas, dis-je enfin. Je ne peux pas. Pas encore. Peut-être jamais. Mais je peux reconnaître que vous essayez maintenant. C'est quelque chose. Il a hoché la tête, acceptant cela sans protester. C'est plus que ce que je mérite. Le lendemain matin, ma mère m'a demandé de la rencontrer pour un café près de notre hôtel. Sophia a proposé de venir, mais j'ai senti que je devais le faire seul. Ma mère était déjà là quand je suis arrivé, assise à une table d'angle avec 2 tasses devant elle. Je me suis souvenu que tu l'aimais noir, a-t-elle dit alors que je m'asseyais. Je prends de la crème maintenant, ai-je répondu. Une petite chose, mais un rappel des années et des changements qu'elle avait manqués. Contrairement à mon père, qui avait été étonnamment direct, ma mère a tourné autour du sujet principal, me posant des questions sur mon travail, ma maison, si Sophia et moi étions ensemble depuis longtemps. J'ai répondu de manière minimale, attendant qu'elle en vienne au fait. Finalement, elle a posé sa tasse.
Je t'ai laissé tomber de la pire des manières, a-t-elle dit. Une mère est censée protéger son enfant, et non seulement je n'ai pas réussi à te protéger, mais j'ai participé à te faire du mal. Elle voyait un thérapeute depuis des années, a-t-elle expliqué. L'abandon avait été un point de rupture pour elle aussi, déclenchant une crise de santé mentale dans les mois qui ont suivi. Je me suis dit que nous t'apprenions l'indépendance, que nous t'aidions à devenir un homme. Mais c'étaient des mensonges pour apaiser ma conscience. La qualité répétée de ces mots suggérait des points de discussion thérapeutique, mais l'émotion derrière semblait authentique. Je sais que les mots ne signifient rien après ce que nous avons fait. Je voulais juste que tu entendes que je sais que c'était mal. Profondément, impardonnablement mal. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Ça fait 12 ans. Pourquoi tendre la main maintenant? On essaie de te trouver depuis des années, a-t-elle dit. Tu as changé de nom? J'ai hoché la tête. J'avais légalement changé mon nom de famille environ 5 ans après avoir été abandonné, en partie pour des raisons professionnelles, mais surtout pour couper un lien de plus avec la famille qui m'avait rejeté. Amber ne nous a dit où tu étais que lorsque le mariage était en cours de planification. Elle nous a fait promettre de ne pas te contacter directement, qu'elle serait l'intermédiaire. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Je t'écris des lettres, tu sais. Des lettres que je n'ai jamais envoyées parce que je ne savais pas où les envoyer. Je n'étais pas sûr de la croire. Cela semblait trop pratique, trop disculpatoire. Vous auriez pu me trouver si vous aviez vraiment essayé. Les réseaux sociaux, les relations communes, les annuaires professionnels. Tu as raison, a-t-elle admis. La vérité, c'est que pendant longtemps, nous avions trop honte. Et puis, quand nous avons commencé à chercher, il nous a semblé trop tard. Que pouvions-nous dire après tant de temps? Quel droit avions-nous de perturber la vie que tu avais construite sans nous? Il y avait une part de vérité dans cela qui a résonné en moi. Quel droit, en effet? Pourtant, ils étaient là, perturbants malgré tout. En nous séparant, elle a touché mon bras avec hésitation. Nous ne demandons pas à être tes parents à nouveau. Ce droit a été perdu. Mais peut-être qu'un jour nous pourrions te connaître en tant que l'homme que tu es devenu, aux conditions que tu fixeras. Le reste du week-end du mariage s'est déroulé dans un tourbillon d'interactions prudentes. J'ai accepté d'être sur une photo de famille avec Amber, me tenant au bord du groupe, Sophia à côté de moi comme une encre à ma vraie vie. J'ai échangé mes coordonnées avec quelques parents qui m'avaient vraiment manqué. J'ai dansé avec ma sœur à sa réception, tous deux les larmes aux yeux pour des raisons différentes. J'ai maintenu une distance émotionnelle tout au long, en particulier avec mes parents. Pas de réconciliation dramatique, pas d'étreinte larmoyante, juste des conversations civiles et des pas hésitants vers ce que cette nouvelle relation pourrait devenir. Nous sommes partis immédiatement après la réception, retournant à notre hôtel pour faire nos valises pour un vol matinal. En traversant mon ancien quartier, j'ai demandé à Sophia de s'arrêter devant ma maison d'enfance. Je suis resté assis dans la voiture, regardant la maison où j'avais grandi. La couleur de la peinture avait changé. L'érable dans la cour avant était devenu énorme. La vie de quelqu'un d'autre se déroulait à l'intérieur de ces murs maintenant. « Veux-tu aller frapper ?» a demandé Sophia. « Tes parents ont mentionné qu'ils y vivent toujours. » J'ai secoué la tête. Non. Il ne s'agit pas de revenir en arrière. Il s'agit de reconnaître d'où je viens sans être défini par cela. Dans les semaines qui ont suivi mon retour à la maison, j'ai eu un appel téléphonique avec Amber et j'ai échangé quelques textos avec ma mère. Mon père a envoyé un email avec de vieilles photos de famille qu'il pensait que je voudrais. De petites connexions hésitantes, gérées avec soin selon mes conditions. Je ne sais pas ce que cette relation deviendra. Je ne suis pas sûr de vouloir une connexion étroite avec les personnes qui ont été capables d'une telle cruauté, peu importe comment elles ont pu changer. Mais j'ai découvert que maintenir des limites rigides n'est pas la même chose que de nourrir la haine. Je peux autoriser un contact limité tout en protégeant la vie et le moi que j'ai construit. La leçon la plus précieuse de cette expérience ne concerne pas le pardon ou la réconciliation. C'est de rester ferme dans sa propre valeur. Le plus grand crime de mes parents n'a pas été de m'abandonner physiquement. C'était d'essayer de me faire croire que je n'avais aucune valeur au-delà de ce que je pouvais leur fournir. Leur prouver qu'ils avaient tort ne concernait pas le succès financier ou les réalisations professionnelles, mais la construction d'une vie riche de sens, de connexion et d'intégrité. Leur perte était incommensurable. Ils ont manqué de connaître l'homme remarquable que leur fils est devenu. Non pas à cause de leurs actions, mais malgré elles.
La force que j'ai découverte en moi pendant ces jours les plus sombres est devenue le fondement sur lequel j'ai tout construit. Si vous regardez ceci et que vous avez connu l'abandon ou le rejet de ceux qui auraient dû vous aimer le plus, sachez ceci. Votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui n'ont pas pu l'avoir. La famille que vous choisissez, amis, partenaires, mentor, peut fournir le soutien et l'amour que votre famille biologique n'a pas su donner. Et parfois, la plus grande réussite est simplement de survivre. De se tenir droit en sachant que vous avez traversé ce qui était censé vous briser. J'adorerais lire vos histoires de résilience et de reconstruction dans les commentaires ci-dessous. Vous êtes-vous réconcilié avec une famille éloignée ou avez-vous trouvé la paix en maintenant la distance? Quel que soit votre chemin, sachez que vous n'êtes pas seul. Abonnez-vous si vous souhaitez entendre plus d'histoires sur la façon de surmonter l'adversité. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que l'abandon n'est pas la fin de son histoire, mais peut-être le début d'une plus forte. Merci d'avoir écouté et souvenez-vous, vous êtes digne d'amour, peu importe qui n'a pas réussi à vous le montrer.